L'invité de ce Smart Impact depuis le forum des projets urbains au Palais des Congrès à Paris, c'est Lénaïque Pinault. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue Lénaïque, vous êtes directrice de la stratégie RSE de JC Deco et vous venez de lancer l'Eco-Design Index. C'est ce dont on va parler principalement dans ce débat. Mais d'abord une question assez générale, comment la RSE s'intègre à la stratégie générale de JC Deco? Alors, le développement durable n'est pas nouveau pour JC Deco. En fait, il est intégré depuis la création de l'entreprise en 1964 et on a un modèle d'affaires aujourd'hui qui est 3 fois vertueux d'un point de vue économique, social et environnemental. Et on a fondé vraiment l'entreprise sur la sobriété énergétique et la responsabilité. Et on offre aujourd'hui des biens et des services aux collectivités locales financés par la communication extérieure. D'accord, c'est ça le modèle d'affaires de JC Deco que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que les collectivités locales, ça leur coûte rien, presque rien? Presque rien, effectivement. Ouais. Et ça nous permet, nous, de déployer des abribus, des sanitaires, mais aussi des kiosques, des colonnes Maurice pour faire la promotion de la culture en ville, mais également des vélos en libre service. Et donc, on va parler de cet Eco-Design Index que vous venez de lancer. De quoi il s'agit? Alors en fait, on a fait un constat fort. Chez JC Deco, on a déjà travaillé énormément sur la décarbonation de nos opérations. Et donc on a voulu aller plus loin en lançant notre stratégie climat et décarboner complètement nos activités, c'est-à-dire atteindre le net zéro à horizon 2050, réduire de 90% nos émissions carbone sur l'ensemble de nos scopes. Et donc, pour ce faire, ça se passe avec les mandants, avec nos clients, que ce soit les collectivités locales, les sociétés de transport. Et donc, nous devons faire la promotion de mobilier urbain décarboné. Mais on a fait un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas si simple de plonger dans cet univers et de comprendre véritablement l'impact de nos mobiliers urbains. Donc, il fallait le calculer déjà. Il fallait le calculer avec une mesure robuste. Donc, on s'est appuyé sur des standards internationaux tels que le GHG protocole. On a eu un audit par un tiers indépendant et donc aujourd'hui nous avons une étiquette comme l'éco-score que vous connaissez certainement sur les produits alimentaires qui permet en un coup d'œil de comprendre l'impact environnemental d'un mobilier urbain. Alors on va rentrer dans le détail comment effectivement cet Eco-Design Index est réalisé et ça permet de comparer vos produits entre eux, de comparer vos produits avec ceux de la concurrence. Comment il peut être utilisé? Alors aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas encore de référentiel sur le marché. Ouais. Donc nous avons décidé d'être précurseurs et de lancer dans un premier temps notre propre référentiel qui va nous permettre au sein de notre catalogue de produits d'évaluer les produits entre eux. Et donc par exemple, sur un abribus, qui est quand même un modèle historique chez JC Deco, on a souhaité pouvoir disperser l'ensemble de nos produits sur cette évaluation. Et ce qu'on constate, c'est par exemple qu'un mobilier reconditionné, puisque ça ne fonctionne pas uniquement pour les téléphones portables, mais aussi pour le mobilier urbain, on peut réduire de 70% l'empreinte carbone par rapport à un mobilier neuf. Alors comment on reconditionne un abribus? Alors c'est pas un simple coup de peinture, absolument pas. On va retravailler intégralement la structure, on va faire un audit d'une part pour identifier éventuellement les améliorations à apporter d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue structurel. Et ensuite, on va venir développer des nouveaux services pour répondre aux nouveaux usages. Et ensuite, on va travailler bien sûr sur le design. Et donc aujourd'hui, il est impossible à l'œil nu ou même auprès de nos techniciens de faire la différence entre un abri neuf ou un abri reconditionné. Alors, cet Eco-Design Index, on l'a bien compris, il va être utilisé par vos clients, mais peut-être aussi par vos équipes. C'est un outil d'amélioration. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça? Tout à fait. En fait, dès le départ, on a voulu casser les silos et mettre autour de la table nos équipes conception, R&D, nos ingénieurs, mais également les équipes commerciales et marketing, pour que nous puissions en faire un projet vraiment transformatif pour l'entreprise et que dès le départ, nous construisions cet outil pour qu'il soit compréhensible par nos clients et par nos commerciaux qui vont l'utiliser au quotidien. Et est-ce que c'était une demande de vos clients aussi? Alors j'aimerais vous dire que oui, mais non. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'initiative. Évidemment, nous voyons beaucoup d'engagement émerger auprès des villes à travers le monde, mais cela se traduit encore trop peu
au niveau de la commande publique-privée dans l'intégration de critères développement durable dans les appels d'offres. Et aujourd'hui, malheureusement, on se concentre encore beaucoup sur les aspects financiers et pas encore suffisamment sur les enjeux environnementaux. Ça, je suis assez surpris de ça parce qu'on voit de plus en plus de collectivités locales territoriales qui, par exemple, conditionnent, là je pense à l'univers associatif, qui vont conditionner des subventions, par exemple, à des engagements ou des actions environnementales. On n'en est pas encore tout à fait là dans les contrats de marché public. Non, aujourd'hui, les critères ESG pèsent environ 10% dans les appels d'offres dans le meilleur des cas. Et il faut quand même souligner que la France est assez pionnière en la matière. C'est plutôt un bon élève. Mais malheureusement, l'ESG, le développement durable, est encore un peu trop complexe. Et donc souvent, les personnes qui nous évaluent ont du mal à différencier les offres. Donc aujourd'hui, il est primordial d'accompagner les collectivités locales dans la bonne compréhension de ces enjeux pour qu'elles puissent mieux évaluer leurs fournisseurs de demain. Donc on va rentrer vraiment dans le détail et notamment parler d'éco-conception. Ça veut dire quoi quand on se décide, dans une entreprise comme la vôtre, d'éco-concevoir, on va rester sur l'exemple le plus emblématique, un abribus? Alors, il faut savoir que l'éco-conception, ce n'est pas nouveau chez JC2Co. On a fait notre première ACV, analyse de cycle de vie, dans les années 90 pour un contrat à Barcelone. Et donc, tout part de la mesure. En fait, ça nous permet vraiment d'évaluer l'empreinte environnementale d'un produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, où on gère la gestion des déchets. Et donc, chez JC2Co, ça passe par cette mesure qui est vraiment robuste puisqu'on s'appuie sur un référentiel européen. Et ça va nous permettre ensuite à nos équipes R&D, en fonction des briefs que l'on reçoit des collectivités, eh bien de faire jouer les paramètres pour identifier, par exemple, en fonction de la typologie d'acier qu'on va intégrer au mobilier urbain, si celui-ci va émettre plus ou moins de carbone. Par exemple, l'aluminium recyclé aujourd'hui peut nous permettre de réduire d'environ 30% les émissions carbone versus un mobilier standard. Est-ce que ça vous incite à utiliser du bois et est-ce que c'est si facile d'utiliser du bois dans des objets de mobilier urbain? Eh bien, je suis ravie que vous me posiez cette question parce qu'on vient juste de lancer un prototype, un abribus à base de bois. Et effectivement, ça a été des années de recherche et R&D afin de s'assurer de la robustesse de ce matériau. Et ça apporte vraiment une touche chaleureuse de nature en ville. Et ça permet surtout de réduire de 40% les émissions carbone. Donc ça veut dire que potentiellement, ça pourrait, vous parliez de la réutilisation finalement des abribus. Un abribus, ça s'use et ça se remplace. L'objectif, ça va être quoi? De petit à petit remplacer ceux qui sont en acier par des abribus en bois éventuellement? Alors déjà, un abribus, nous les concevons pour qu'ils durent plus de 30 ans. Oui. Donc ils sont robustes et ils sont conçus pour durer. Non, les abribus en bois, ça va être donc éventuellement pour intégrer du bois dans du mobilier existant, mais surtout quand nous ne pouvons pas réutiliser les mobiliers en place, c'est plutôt une innovation que nous souhaitons promouvoir. Donc il y a le bois, mais par exemple aussi un abribus upcyclé qui s'inscrit dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que nous allons utiliser les déchets de nos opérations, mais aussi de l'automobile, de la construction immobilière, pour pouvoir concevoir un nouveau mobilier. De quels déchets on parle? Quels déchets peuvent devenir un abribus? Parce qu'on entend souvent cet argument, puis après je vous poserai la question inverse, que peut devenir un abribus quand il est recyclé? Quels déchets deviennent un abribus? Alors, on a encore un nouveau prototype qu'on vient juste de lancer et d'en faire la promotion, et j'espère qu'on trouvera une ville partenaire pour le déployer. Et il est basé à partir de 90% de déchets que nous avons réussi à réutiliser, reconditionner et à donner une seconde vie. Par exemple, une toile publicitaire que nous pouvons utiliser avec nos annonceurs peut devenir demain le toit d'un abribus. Et alors, vos abribus, vous parliez de l'analyse du cycle de vie, qui est évidemment un élément majeur du bilan carbone d'un objet, mais aussi de sa recyclabilité. Un abribus, quand il est arrivé au bout de ses 30 années de robustesse, comme vous nous dites, qu'est-ce qu'il peut devenir? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 90% de nos déchets qui sont réorientés de l'enfouissement.
Donc pour nous, c'est pas une solution. C'est nouveau ça ou C'est une historique. nouvelle prise de conscience? Depuis 2022, on s'est engagé à avoir 0% de déchets en enfouissement à horizon 2035 dans toutes les filiales pourvues d'une chaîne de recyclage ou de réutilisation. Parce que bien souvent, c'est quand même un enjeu étatique où nous avons besoin d'avoir des structures pour faire cela. Donc non, ça a toujours fait partie de notre business model, de la frugalité, de la réutilisation des matières premières. Et donc ils vont au bout de ce cycle, pas d'enfouissement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors on va désinstaller les mobiliers urbains et on va pouvoir effectivement les démanteler et récupérer les pièces au détail pour pouvoir un jour refaire un abribus avec. Alors JC Decaux, évidemment c'est un géant mondial présent dans 4000 villes de plus de 10 000 habitants dans le monde. Est-ce que justement vous parliez des réglementations, est-ce qu'il y a des pays ou des régions du monde où on est moins exigeant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire où on vous voit arriver avec vos abribus en bois ou recyclés en disant vous êtes bien gentil, mais c'est pas notre préoccupation première en tout cas. Alors c'est vrai que je peux entendre ce discours, mais déjà chez JC Decaux, nous avons une unique stratégie ESG qui doit se déployer dans toutes nos régions. Donc nous faisons la promotion de nos abribus comme nous le faisons en France, également à travers le monde, dans l'ensemble des villes. Mais on va vous dire OK à condition que ce soit pas plus cher. Exactement. Souvent, le prix est important, mais pour certains, franchement, ça ne se joue pas à grand-chose. Donc, quand on dit que le mobilier urbain responsable coûte beaucoup plus cher, ce n'est pas vrai. Et ce qui est important aussi de voir, c'est la durée dans le temps. Plus on va avoir des contrats long terme, plus on va pouvoir rentabiliser dans le temps ces abribus qui peuvent être légèrement plus coûteux, mais pas forcément. C'est pour ça qu'il est important de faire ces ACV et ces évaluations de coûts. Dernière question qui concerne les espaces publicitaires de JC Decaux. Il y a une ville comme Lyon, avec un maire écologiste, qui a décidé, alors quasiment de bannir, en tout cas de réduire très fortement la place de la publicité dans la ville. Forcément, ça challenge votre business model. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, en fait, il faut construire les budgets avec les villes. Et ce qu'on voit fréquemment, c'est que ces discussions, elles amènent finalement à un nouveau positionnement de la ville qui se rend compte que la publicité extérieure, la communication extérieure est indispensable pour opérer tous ces services que nous proposons aux collectivités locales. Et ça va vraiment permettre de financer des services. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce soutien. Et donc ça veut dire qu'une ville comme Lyon, si elle bannit la publicité, elle va devoir payer les abribus, si je comprends bien. C'est des choses qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie au cas par cas avec nos clients. Mais effectivement, notre business model repose bien sur la communication extérieure qui aussi permet la transition. Il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de transition sans communication. Nous avons besoin de promouvoir des nouveaux usages, des nouveaux produits pour accompagner cette transition. Merci beaucoup Lénaïque Pinault et bon forum des projets urbains. On passe tout de suite au zoom de cette émission. On va végétaliser nos toits